Bonjour, nous revoilà. Bonjour Sylvain. Bonjour, Alors aujourd'hui, bonjour. on va dire du mal de tout le monde, hein. Donc voilà, c'est Sauf de nous. ah bah non, jamais ça, il faut pas. Alors, quelquefois, on fait son autocritique. Moi, ça me rappelle mon passé politique, ça, hein, faire de l'autocritique. Bon, alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet rapidement, je voudrais rappeler, pardon, qu'il est important de liker. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai pas trouvé d'autres termes, j'en cherchais un autre. Où il faut cliquer sur les petits pouces levés. Voilà. Dès que vous pouvez, il faut vous abonner. Hein, faut vous abonner parce que effectivement, l'algorithme intègre tout ça et ça permet de mieux diffuser cette chaîne YouTube. Ça nous protège un peu aussi, hein, parce que c'est clair que y en a certains qui aimeraient mieux qu'on se taise. Quoique, on a pu s'en apercevoir dans les prises de position récentes, dans ces fameux virages sur l'aile là, que certains avaient dû écouter ce qu'on avait dit sur cette chaîne, sur cette petite chaîne. Donc voilà. Autre chose, c'est bien évidemment la question de la cagnotte qui est utile, hein, parce que ça nous permet d'acquérir du matériel, ça nous permet de faire avancer ces questions de montage. Hein, donc voilà. Alors, l'actualité est assez chargée. Hein, donc, on va commencer par le vif du sujet, c'est-à-dire le militaire. Hein. Il se passe des choses. La façon dont c'est répercuté dans le système médiatique peut amener à s'interroger sur ce qui se passe en réalité. Le ton a changé, on va y revenir. Hein, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut en dire, Sylvain? Bah, écoutez, sur le terrain, on va tout de suite mettre en avant la carte des opérations militaires pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la région qui est, entre guillemets, la moins active en termes d'opérations terrestres. Parce que là, comme on le voit avec toutes les petites bombes rouges, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités d'artillerie tout le long du Dniepr dans la zone de Kherson depuis hier. Hein. C'est une zone où les tirs d'artillerie sont devenus très importants seulement depuis hier. On avait parlé la semaine dernière de tentatives donc de débarquement ou de coups de sonde de l'armée ukrainienne. Il n'y en a pas eu de nouveau, mais par contre donc beaucoup de bombardements et majoritairement des bombardements russes sur les positions d'artillerie ou des radars de contre-batterie de l'armée ukrainienne. Voilà ce qu'on peut dire sur le secteur de Kherson aujourd'hui. Ensuite, donc, si on repasse du côté du front de Zaporizhia, c'est pareil, beaucoup d'activités d'artillerie, euh, quelques, quelques activités, semble-t-il, de reconnaissance toujours autour d'Orikiv, mais le front qui s'était allumé, entre guillemets, il y a un peu plus de 3 semaines, c'est de nouveau éteint en termes d'opération au sol. Par contre, l'artillerie, elle continue son travail. Là où vraiment on a des combats très intenses qui se poursuivent, hein, c'est ici sur Ougledar, où là, pour la première fois, donc si vous pouvez faire la comparaison avec la vidéo de la semaine dernière, les Russes tenaient la zone en orange ici, hein, qui est une zone qui est composée de dachas résidentiels, hein, pour les mineurs. Ils ont vraisemblablement été obligés de quitter cette zone parce qu'il y a eu un encerclement tactique. Ils s'en seraient sortis parce qu'au moment où ça s'est passé, il y avait un brouillard à couper au couteau qui a permis d'évacuer les hommes qui étaient légèrement encerclés dans ce secteur, enfin temporairement encerclés, pardon. Donc aujourd'hui, il y a toujours des combats. J'ai passé une vidéo hier de ce qui se passait. Alors, il n'y a pas de date précise au niveau donc c'est toujours les fusiliers marins du Pacifique qui sont à l'œuvre. Et on a ici pour la première fois donc la nouvelle tactique que les Russes mettent en place. C'est plus un assaut direct sur Ougledar, c'est une tentative de débordement. Hein, si on compare à la carte de la semaine dernière, la ligne de front passait juste ici au nord de la rivière. Et maintenant, vous voyez, il y a une avancée de quelques kilomètres qui a été réalisée. L'objectif, c'est d'atteindre le village qui est là. Alors, ça s'appelle
Boyavlenka. Et si ce village tombe, bien évidemment, les voies de ravitaillement et de renfort pour Ougledar seront en partie compromises. Donc, c'est, je pense, l'objectif des Russes. Hein, l'assaut frontal n'a pas marché. Donc maintenant, un peu comme ce qui se passe sur le secteur de Bakhmout, on tente un encerclement. Donc, je rappelle, cette attaque sur le secteur d'Ougledar est très soutenue. Il y a des tirs d'artillerie qui sont d'une violence rare de la part de l'artillerie russe, hein, notamment. Il y a eu quelques matériels ukrainiens qui, d'ailleurs, ont été détruits par des tirs de contre-batterie. Alors, je dis ukrainien, c'est bien évidemment autant des canons datant de l'époque soviétique en dotation dans l'armée ukrainienne que du matériel fourni par l'OTAN. Et donc, je rappelle, l'objectif, hein, c'est ici de remonter le plus vite possible et surtout le mieux possible jusqu'au nord, hein, sur Korakové, parce que dans le même temps, on a l'offensive qui a repris dans le secteur de Marinka. Hein, donc, vous voyez, ça fait, si on grandit un petit peu, voilà, vous voyez maintenant les deux bords de la pince, hein, pour encercler toutes les troupes ukrainiennes qui sont dans ce sac et les contraindre à se replier, progressent. Alors, bien évidemment, les progrès sont plus importants ici, donc au nord-ouest d'Ougledar que du côté de Marinka, parce que Marinka, ça reste un point extrêmement compliqué à prendre. Hein, c'est une ville assez étendue. Et donc, les Russes ont pris un tout petit bout ici, là, ces derniers jours, et les combats se poursuivent. Ils n'arrivent pas, en fait, à franchir la grande avenue qui sépare la ville en deux, enfin, sur l'axe nord-sud. Donc là, on a beaucoup de combats, et l'objectif, je pense, donc, c'est d'encercler les unités ukrainiennes qui se trouvent ici, ou en tout cas les contraindre à reculer. Certaines personnes, dernière petite interprétation, certains observateurs disent qu'ici, la pointe russe pourrait effectivement viser une jonction avec ceux qui viennent de Marinka, et d'autres évoquent la possibilité que cette flèche monte directement vers le nord sans essayer de se rallier pour vraiment encercler, alors là de manière beaucoup plus large, les troupes ukrainiennes sur tout le secteur face à Donetsk. J'y crois moyennement parce que vu le nombre d'unités qu'il faudrait engager, je pense que c'est pas dans les moyens des Russes dans ce secteur-là aujourd'hui. Après, on peut avoir des surprises. Donc, plus on remonte ensuite vers le nord, hein, plus on constate qu'on est toujours avec des bombardements ou des combats. Donc, toujours ici, hein, dans le secteur Permovaisk, Peski, Vodiane, Opitné. Ici, la carte n'a toujours pas été mise à jour, hein, mais Vodiane est bien sous le contrôle des Russes depuis maintenant plus de 10 jours. Hein, je vous rappelle, on est au nord de l'aéroport international de Donetsk. Hein, et l'objectif, c'est toujours de réussir à percer vers le nord pour encercler, puisque ici vous avez aussi des unités qui attaquent vers l'ouest, d'encercler cet énorme bastion défensif qu'est Advivka, pardon, plutôt que de l'attaquer de vive force. Hein. Donc le but ici, on voit qu'il y a des rapports comme quoi il y a des tirs, comme quoi il y a des combats dans ce secteur-là. Je pense que les unités russes aujourd'hui contrôlent ou sont en passe de contrôler toute cette zone jusqu'à la H20, ce qui signifie qu'ils sont en cours de progression. Je tiens à préciser qu'on utilise cette carte parce que c'est la seule carte à laquelle nous pouvons avoir accès facilement. La carte équivalente russe qui sert notamment au Military Summary tous les jours, il y a, semble-t-il, des problèmes de connexion depuis l'Europe occidentale vis-à-vis de cette plateforme. Pour ça qu'on ne peut pas vous proposer quelque chose d'un peu plus mis à jour par rapport aux avancées russes. Mais si on a ici des icônes nous disant qu'il y a des combats, c'est que les Russes ont réussi à progresser au moins jusqu'à cette route qui relie Avdiivka vers le nord du Donbass. Donc ensuite, on remonte. Alors le front est assez calme hein, jusqu'à ce qu'on arrive au fameux secteur de Bakhmout, au sud de Bakhmout. Donc là, Bakhmout est ici. Hein. Donc là, on a des combats tout le long de la H32. Alors les Russes ont affirmé en début de semaine qu'ils avaient réussi à couper la H32 dans ce secteur ici. Alors cette carte-là n'en fait pas état. On a des combats de l'autre côté aujourd'hui de la H32, mais ici. Donc on verra ce soir avec la carte russe ce que ça donne. Et bien évidemment, le village d'Ivanovski ici est la clé. Hein, enfin, en tout cas, une des clés, parce que si ce village tombe, c'est sûr que la H32, qui est une des deux voies d'accès principales
pour la logistique de la garnison de Bakhmout sera définitivement coupée. Enfin, quand on voit l'avancée russe maximum ici, on peut considérer que de toute façon, toute progression de véhicules logistiques le long de cet axe est vouée à se prendre des tirs d'artillerie, des tirs d'armes lourdes. Donc, on peut toujours y passer, mais ça devient de plus en plus risqué. Alors ici, c'est pareil, hein, la carte, on voit qu'elle n'a pas été mise à jour parce que tout le secteur, en fait, le front russe, hein, maintenant passe, on pourrait le suivre ici quasiment en ligne droite, en suivant la rue qui est ici, hein, tout le début de l'axe de la rue que Régis affectionne tant, hein, la rue Patrice Lumumba qui est ici, est définitivement tenue par Wagner. Et donc, en fait, tout le secteur qui est ici est déjà entre les mains des Russes jusqu'ici. Hein. Tout ça, c'est en rose à l'heure actuelle et la progression se fait plein ouest. Et puis, pareil, on voit les Russes, enfin surtout Wagner, hein, là c'est vraiment Wagner qui est à la manœuvre. On a les troupes qui essayent de franchir les faubourgs sud depuis Opitné. Et on a ici alors là, c'est pareil, hein, on n'a pas de mise à jour, mais le cimetière de Bakhmout est entre les mains de Wagner aujourd'hui. Toute cette zone est déjà conquise par les Russes. Alors la grande nouveauté, c'est pas tant donc dans la partie sud, même si ici, ça c'est un peu nouveau ce matin. La grande nouveauté, c'est ici, dans la partie nord. C'est-à-dire que les Wagnériens avaient pris Blaodatné à la fin de la semaine dernière. Euh, il leur reste le gros noyau de Krasnaora qui est ici. Hein. On a posté une vidéo là ce matin sur Veille stratégique des combats qui se déroulent ici aussi au niveau de la gare du quartier de Stupki, si ma mémoire est bonne, le quartier nord de Bakhmout. Mais la grande nouveauté, c'est cette progression de l'autre côté de la rivière, hein, plein ouest, et là qui menace complètement la route M3, qui est donc l'autre grande route d'approvisionnement de la logistique et des renforts ukrainiens pour la garnison. Et donc là, elle est sinon sous le contrôle physique des Wagnériens, au moins sous le contrôle de leur feu. Hein. Il n'y a aucun moyen de faire passer quoi que ce soit sur cette route sans prendre de risques très importants. Et ce qui est à noter, c'est que le terrain qui est ici est un petit peu plus élevé, donc ça offre des hauts aux Wagnériens pour dominer le secteur. Et là, donc ça, c'est apparu hier soir, hein, cette mise à jour. Je rappelle donc carte occidentale. Ça veut dire que Krasnaora est dans un chaudron. Hein, c'est-à-dire que c'est pareil, pour entrer et sortir ici, c'est de plus en plus compliqué et ça peut à chaque fois mal se terminer puisqu'on se trouve sous les feux de part et d'autre du chaudron de nos amis de Wagner. Donc ça, c'est la grande avancée. On n'a toujours pas de compréhension claire sur que vont faire les Russes depuis la ferme de Sacco et Fancetti ici. Est-ce qu'ils remontent plein nord? Est-ce qu'ils vont vers le nord-est? Est-ce qu'ils vont plein ouest? Pour le moment, on le voit avec les icônes. Hein, il y a à la fois des combats, alors plutôt vers le nord en direction de Seversk, des bombardements de part et d'autre. On verra ce que ça donne dans les jours qui viennent. La ligne de front s'est aussi déplacée. Alors ici, vraisemblablement, ce Bilo-Orivka est aussi tombé hier entre les mains des Russes. Il revendique aussi ce petit village et une partie de Rosdovlivka, à voir si ça se pérennise ou pas, ou si c'est seulement des combats et que c'est comme disent les Anglais dans la zone grise, enfin les Anglo-Saxons. On a aussi encore une avancée ici. Il y a Spirné qui tient toujours, mais alors là, Spirné est vraiment dans la zone grise parce que les combats sont très, très intenses et que c'est pareil, c'est un vrai sac géographique. Hein, quand on s'amuse à zoomer, on voit que voilà, Spirné est ici et les routes qui mènent à Spirné, eh bien, elles donnent vers le front russe. Donc, pour sortir la garnison d'ici vers l'ouest, c'est extrêmement compliqué parce que c'est à travers champs. C'est pas forcément facile de s'en sortir pour la garnison qui se trouve là, d'autant que les Russes, voilà, commencent à menacer par le sud d'un nouvel encerclement. Du côté de Seversk, on n'a rien. Ici, l'autre Bilorivka, donc celui de la République populaire de Lugansk, il semblerait que ce soit toujours contesté entre les troupes russes et les troupes ukrainiennes. Il semblerait que les Russes ont vraiment pris le contrôle
de la ville elle-même, de la bourgade, et que les Ukrainiens tiennent encore le secteur ici industriel avec l'usine qui est ici. Je ne sais plus si ça, je crois que c'est une mine, hein, et que les combats se déroulent donc entre les deux parties de Bilorivka, mais simplement, bah, pareil, c'est un sac parce que ici, alors là, la carte n'est pas du tout mise à jour, hein, ici, on a Krimina, et en fait, on a une avancée de la part des Russes qui vient jusqu'ici former un beau triangle, hein. Alors, ce qui est très bizarre avec cette carte, c'est que même la carte de l'Institute for the Study of War, qui est donc le think tank de la famille Kagan, même eux répercutent le fait que donc depuis la semaine dernière, les Russes ont réalisé une progression à peu près, hein, ça, on tirerait un trait comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça menace, pardon, j'ai fait un petit mouvement trop rapide, ça menace tout le front, hein, le long ici du Donetsk, hein, si les Russes sont arrivés à peu près ici dans la zone forestière, ils peuvent, alors pas très rapidement descendre vers le sud, mais néanmoins, les troupes qui sont là, elles aussi, risquent d'être encerclées. L'autre point important, puisque ça a été pendant longtemps un secteur dans lequel les Ukrainiens ont été à la manœuvre, hein. Les Ukrainiens attaquaient ici ce nœud routier de Svatové. Et en fait, maintenant, c'est terminé. Ce sont les Russes qui sont à la manœuvre depuis, pareil, une dizaine de jours. Et vous voyez, tous les points qui sont ici, c'est à peu près comme ça que la ligne de front russe doit se situer aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les Russes ont pris pied ici le long de l'Oskol, hein, ils ont commencé à avancer. Il semblerait qu'il y ait des combats autour de Dvorichne depuis hier. Et on a donc tout le secteur qui est blanc ici, il devrait être quasiment rose aujourd'hui, puisqu'on voit que la ligne de front se déplace. Et surtout, pour la première fois depuis hier, le secteur autour de Kupiansk, hein, qui est le grand nœud logistique de l'armée ukrainienne, hein, puisque tout ça, ça forme une tête de pont pour l'armée ukrainienne au-delà de l'Oskol, commence à être bombardé régulièrement par l'armée russe. Donc en fait, voilà, toute la zone qui est en blanc ici, hein, devrait être en rose, et la zone tenue par les Ukrainiens correspond bien ici à la zone bleue, jusqu'au secteur voilà, qui est ici, où là, à partir de cette icône, on devrait avoir une espèce de rectangle, hein, ici, du front russe. Ce qui veut donc dire que les Russes ont réussi une progression là de plusieurs kilomètres, hein, ça doit être à peu près 7 ou 8 kilomètres d'un coup. Vraisemblablement, ils sont en train de se restructurer dans ce périmètre pour le bond en avant suivant, et surtout en espérant que l'ensemble du front va venir border la rivière, hein, qui est ici et qui forme quelques lacs, hein, jusqu'à Yampil, puisque Yampil et Zarichne sont les clés pour rentrer à nouveau dans l'Iman. Voilà ce qu'on peut dire. Donc un front qui a progressé, des pertes qui sont bien évidemment toujours aussi importantes du côté ukrainien. On a eu des nouvelles catastrophes concernant Bakhmut, hein. Aujourd'hui, la stratégie ukrainienne telle qu'elle est analysée par aussi bien des observateurs open source neutres que pro-russes, c'est de dire que la ville est tenue par des unités territoriales qui sont donc fraîchement arrivées sur place, qui sont peu ou pas formées, hein, peu ou pas instruites, et dont l'espérance de vie, selon le témoignage même, hein, qui est passé sur les réseaux Telegram ukrainiens, dont l'espérance de vie moyenne dans Bakhmut ou dans son secteur est d'environ 4 heures. Et ces hommes-là sont en train de se sacrifier seraient en train de se sacrifier pour permettre aux unités les plus expérimentées de l'armée ukrainienne de se replier donc sur la nouvelle ligne de défense que les Ukrainiens tentent d'installer entre Kostiantinivka, Kramatorsk et Slaviansk, hein. Le but là pour les Ukrainiens, c'est d'essayer de reformer une ligne de défense en utilisant notamment, voilà, il est ici, le canal, hein, qui permet la jonction entre le Donetsk au nord
et je crois ça va même jusqu'au Don au sud, hein, si ma mémoire est bonne. J'ai dit peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça, hein, c'est un canal quand même assez impressionnant. Et donc l'objectif, ce serait, alors pas sur Chasseviard, mais disons qu'à partir d'ici, le canal servirait de nouvelle ligne d'implantation de défense, et puis ensuite la défense viendrait couper ici, hein, pour aller jusqu'à Konstantinovka ici, voilà, qui formerait la partie sud de ce nouveau réseau défensif. Donc à voir si les Ukrainiens auront le temps de le faire, et surtout à voir avec combien d'hommes et de matériel pourront-ils tenir ce secteur après avoir subi la foudre, hein, comme on dit, dans toute cette zone-là depuis maintenant près de 2 mois. Les unités sont usées, les pertes qui nous sont données donc, sont assez terribles, hein. Sur l'ensemble du front de Bakhmout jusqu'à Kupiansk, on a parlé, je crois que c'est pour la journée de dimanche, de presque 1500 morts, blessés ou disparus dans les rangs ukrainiens pour une seule journée de combat. Donc c'est absolument phénoménal. Et tout ça a été corroboré par ce qu'il y a eu comme publication sur un site internet turc lundi, c'est-à-dire qu'on serait à déjà donc 157 000 morts du Attends, côté ukrainien. Sylvain, je te propose qu'on reparle spécifiquement des pertes. Hein, Oui, ah oui, 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 voilà, qu'on reparle spécifiquement des pertes et de la bataille de communication qui a lieu autour de oui, ces qu'il y a pertes, autour des pertes, oui. hein, parce que je crois que c'est assez important. Alors, sur ce que tu viens de nous décrire, euh, ce que je retiens, c'est que les Russes seraient à l'initiative partout. Hein, ils sont partout, enfin, Oui. ils sont très largement à l'initiative. Deuxièmement, que les Ukrainiens continuent à s'accrocher, quitte à sacrifier, parce que l'histoire des 4 heures d'espérance de vie, c'est quand même assez terrible. Hein, c'est-à-dire que c'est les gens qu'on voit ramasser dans la rue à la course par des soldats armés qui recrutent des gens de 16 ans. Hein, McGregor l'a souligné en diffusant les photos et les vidéos. Euh, donc, les Ukrainiens continuent à s'accrocher à cet endroit, ce qui était leur ligne Maginot mise en place pendant 8 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire qu'on lit à droite à gauche que la fameuse offensive dont on a parlé encore la semaine dernière, elle serait commencée là, puisque Ah oui, ça, oui, ça oui, bouge oui. alors moi je m'interroge sur la stratégie russe. Hein. Les Russes ont une stratégie, semble-t-il, qui consiste effectivement à user, à moudre l'armée ukrainienne. Les gains territoriaux ne sont pas considérés comme essentiels. On essaie d'avoir des gains territoriaux, bien sûr, mais avec une économie de moyens, une économie de pertes, hein, qui apparaissent assez importantes. Et c'est là, alors, que je reviens sur l'art opératif russe. Euh, sur lequel, Sylvain, tu sais que tu es attendu, hein, que tu vas venir nous faire une intervention sur ce sujet. C'est une question théorique tout à fait passionnante dont Alexander Svetskin était l'auteur, enfin le créateur de cette théorie de l'art opératif. Et j'ai vu qu'il avait distingué 2 façons d'affronter l'adversaire, la stratégie d'anéantissement, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de l'anéantir, hein, et on pense naturellement à la blitzkrieg, quoi, ou à la bataille décisive, la bataille d'anéantissement, hein, chère aux Allemands, et lui parlait aussi de la stratégie d'attrition. Hein, c'est-à-dire qu'on veut user complètement l'armée adverse. Est-ce qu'on serait là, dans la mise en œuvre, effectivement, d'une stratégie finalement relativement classique du côté russe, celle de l'attrition? Oui, et puis on peut même dire que les Russes ont fait emploi enfin de la première approche en février dernier, c'est-à-dire une tentative alors d'anéantissement. L'anéantissement, c'est l'anéantissement de la volonté de l'adversaire de poursuivre le combat. C'est pas forcément l'anéantissement disparition sous forme je sais pas, de cendres.
de l'adversaire. L'objectif d'une opération d'anéantissement, c'est en un seul coup, on arrive à obtenir le résultat stratégique et politique qui a été fixé par la direction de l'État. Là, on a obtenu le résultat qu'on espérait jusqu'à la crise diplomatique dont on va reparler de la première semaine de mars l'année dernière. Donc, on a fait une opération qui a été montée pour obtenir un résultat diplomatique donné et on pensait que ça suffirait pour arriver à ses fins. Les choses ont été entre guillemets pipées puisque on reparlera, on en a déjà un peu parlé du fait que la diplomatie, on lui a pas laissé finalement prendre sa place en employant des moyens qui datent de la Renaissance. Hein. L'assassinat des diplomates, c'est quand même pas quelque chose de commun au XXe et au XXIe siècle, qui plus est pendant des négociations, surtout entre pays occidentaux. Donc là, les Russes ont reformaté les choses. Et alors, ce qui est assez intéressant par rapport à ce que pouvait proposer Svechin, c'est que normalement, on considère que si on fait de l'attrition, c'est plutôt en position où on a l'initiative, où c'est nous-mêmes qui menons l'attaque. Et là, les Russes ont proposé depuis le mois de septembre, octobre, et encore plus depuis le mois de novembre, qui sont repliés derrière le Dniepr, une guerre d'attrition d'abord défensive, c'est-à-dire qu'ils étaient en position de défense, et c'est ce qui s'est passé notamment ici. Hein. Ici, quand un jour on aura entre donc le secteur de Kupiansk et de Kremena, quand on aura le nombre de pertes ukrainiennes précisément, on se rendra compte que ça a été plus ici qu'à Bakhmout, à hachoir à viande, hein, ou peut-être de même niveau. Hein, c'est-à-dire que les Ukrainiens se sont entêtés, et notamment pour prendre Svatové, à lancer des opérations 1 à 2 fois par semaine avec je sais pas, 200, 300, des fois 500, 600 hommes pour être à chaque fois repoussés par les feux de l'artillerie russe, hein, globalement, ou par les armes anti-chars, et à chaque fois en prenant des pertes très importantes parce que, bien évidemment, hein, la zone ici est tenue à la fois par des parachutistes, à la fois par des unités de l'armée régulière russe, mais aussi des Tchétchènes de Kadyrov, donc des gens très bien formés qui ne leur ont laissé absolument aucune chance. D'ailleurs, je souligne qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes unités régulières russes qui sont à l'attaque. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans la région qui va donc du Sévérodonetsk jusqu'à la frontière, ce ne sont que des troupes russes qui sont à l'œuvre, des divisions de l'armée régulière. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a juste changé de posture, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une attrition par la défense, on s'est rendu compte qu'on avait moyen, à force d'avoir fait subir à l'adversaire des pertes de plus en plus importantes, eh bien, les Russes, eux, se sont renforcés numériquement grâce à la mobilisation partielle, et donc ils ont décidé de passer à l'offensive. Alors, c'est pas une offensive en flèche, hein, comme on dit, c'est pas une grande pointe sur un seul Schwerpunkt, un seul point de rupture, c'est une offensive sur l'ensemble du front, hein, parce que je le rappelle, pour moi, hein, cette offensive, géographiquement, elle commence ici, là où il y a le petit, alors je vais rezoomer, excusez-moi, j'ai été un peu rapide. Cette offensive, elle commence là, ici, à Ougledar, où il y a le petit char, et elle monte jusqu'à Kupiansk. Hein. Donc ça fait un front qui doit être à peu près à 500 km hein, d'un point à un autre, et où on est dans une activité permanente. Alors, bien évidemment, c'est pas forcément tous les points qui sont activés le même jour, mais il y a au moins sur les 4-5 grands points du front, 3 qui sont actifs pendant que 2 le sont un peu moins, des fois les 5 d'un coup, des fois seulement 2, etc. Enfin, les Russes jaugent en fonction des nécessités dont ils sont seuls à pouvoir connaître les tenants et les aboutissants, hein, parce que c'est difficile pour nous de savoir exactement. On a des cartes qui nous donnent les déplacements des armées, enfin des unités de l'armée ukrainienne, mais on ne sait pas combien d'individus ça représente et combien de matériel ça représente à chaque fois. Les Russes ont des estimations qui, il faut être clair, sont beaucoup plus précises que ça. Donc, qui permettent pour eux de dire on va attaquer aujourd'hui plutôt là que là. Il y a aussi le facteur, ne l'oublions pas, depuis le début de l'année civile, de la météo, hein, puisque
on a un hiver qui est assez doux. Donc dans le sud, ici, autour de Donetsk, autour d'Ougledar, il n'y a pas forcément un terrain qui est gelé de manière permanente pour faciliter les opérations. Mais globalement, voilà, tout le secteur qui part d'Ougledar jusqu'à Kupiansk est un secteur de front actif. Et pour moi, c'est ça l'offensive d'hiver de l'armée russe. Sans oublier, et la preuve, ce redoublement des bombardements depuis ce matin sur tout le secteur de Zaporizhia, c'est qu'ici, la 58e armée combinée peut repartir à l'attaque demain matin si elle le souhaite. Hein, parce que ça a contraint les Ukrainiens, toutes ces batailles, à faire un jeu de rock permanent avec les rares réserves dont ils disposent. Et ça veut dire qu'à certains moments, les Russes identifient que le front est moins bien tenu et que eux n'ont pas forcément eu besoin de faire ce rock d'unités de réserve et qu'ils peuvent se lancer à nouveau dans des attaques. Alors, c'est à chaque fois, je pense que les Russes ont compris qu'étant donné les moyens que l'OTAN mettait à disposition pour détecter leurs unités au profit des Ukrainiens, opérer sous la forme d'une flèche à un seul endroit avec un Schwerpunkt, c'était voué à l'échec parce que les autres n'auraient plus qu'une chose à faire, c'est concentrer toute leur défense et toutes leurs réserves. Donc le mieux, c'est de profiter de cette supériorité numérique matérielle et en effectif que l'armée russe vient d'atteindre avec la mobilisation partielle pour taper sur plein d'endroits différents, sur tout le front, en obligeant l'autre, lui, à disperser ses réserves et à un moment donné à forcer le front à s'effondrer. Voilà. Alors, justement, sur l'effondrement du front, je voudrais rappeler une chose, c'est que je ne sais pas quel est le plan russe, hein, on n'est pas dans la tête des décideurs russes, mais sur cette question d'attrition, hein, c'est-à-dire qui consiste à moudre l'armée ukrainienne, il faut rappeler que l'objectif des Russes n'est pas de conquérir le territoire de l'Ukraine. Il est de mettre à l'abri les républiques entre guillemets dites séparatistes qui désormais, d'après la loi russe, font partie du territoire de de la fédération, pardon. Mais l'objectif russe, qui avait été rappelé dès le début et qui est de nouveau rappelé, enfin assez systématiquement, c'est de détruire la force militaire agressive, considérée comme agressive par la Russie, de l'Ukraine. Hein. C'est protéger les populations du Sud, hein, et démilitariser l'Ukraine, le meilleur moyen étant quand même, puisque la négociation a échoué, hein, la négociation initiale, puisque cet objectif avait été atteint et que les Ukrainiens et Russes se sont retrouvés autour de la table, eh bien, ils ont appliqué une autre méthode, hein, qui est celle à laquelle on assiste, parce que on reparlera tout à l'heure de Monsieur Jean-Dominique Merchet, hein, qui est journaliste qui se prétend spécialiste des questions militaires et qui avait fait un tweet en disant « Oh, les Russes, depuis 2 mois, ont reconquis 250 km² avec des pertes terribles. » Oui, ce qui prouve bien qu'il n'a strictement rien compris à ce qui se passe. Enfin, il n'a rien compris à la chose militaire, on y reviendra tout à l'heure. Mais effectivement, l'objectif n'est pas celui-là. Hein. Il n'est pas d'aller à Lvov, il n'est pas d'aller en Pologne. Hein. L'objectif, il a été défini, il a été donné, et d'après ce que tu nous expliques, ce que tu nous montres, aujourd'hui, le plan russe est en route. Donc le colonel Goyafi, qui nous avait dit au bout de 15 jours, le plan russe a échoué, ferait bien de revoir sa copie. Hein, pour l'instant, parce que, et ça, on va en parler, pour l'instant, les choses ne se présentent pas très bien pour les Ukrainiens, pour l'armée ukrainienne. Voilà, et je pense que ce qu'il faut maintenant, d'un point de vue sémantique, faire, c'est dire qu'on n'est plus face à un plan, mais maintenant il faut parler de 2 plans. C'est-à-dire, il y a eu le plan initial avec une opération qui visait, alors le mot anéantissement, c'est l'esprit de ce qu'écrivait Svechine, mais pour moi c'est un plan de neutralisation pour mettre en application des accords diplomatiques revus à la hausse. Ce plan a abouti à ces négociations qui ont abouti à un résultat. Bon, il a été sabordé, mais ça, c'est pas de la responsabilité du plan et de sa faiblesse intrinsèque. Et ensuite, les Russes ont adapté leur plan, leur nouveau plan à la nouvelle situation. Et aujourd'hui, on le voit se déployer devant nous. Alors, j'attire l'attention de notre public sur un dernier élément,
c'est la partie qui n'est plus le front, entre guillemets, hein, le front où il y a des unités au sol, mais ici, vous voyez, donc là, derrière le gros point bleu, c'est Kharkov, et ici, vous avez la ville de Soumy. Et depuis hier, on a une nouveauté, c'est tout ce qu'on voit ici le long de la frontière, hein, entre donc la Russie et l'Ukraine, que ce soit donc au nord de Kharkov et au nord de Soumy, où l'artillerie russe semble s'acharner sur certaines positions bien définies de l'armée ukrainienne. Alors certains y voient un signe avant-coureur d'une nouvelle opération terrestre, enfin, d'une nouvelle phase de l'opération terrestre dans ces deux zones. Personnellement, je n'ai pas d'informations qui corroboreraient cette possibilité. Est-ce que c'est pour détourner l'attention des réserves ukrainiennes du front qu'on bombarde le secteur de telle sorte à ce qu'elles soient maintenues le long de la frontière au lieu de venir défendre donc la tête de pont, notamment ici au-delà de l'Oskol. On va voir dans les jours qui viennent, mais je pense qu'on en saura un peu plus. C'est-à-dire que si tous ces bombardements se poursuivent encore 24 heures et puis s'arrêtent et qu'il n'y a plus rien, bon, bah, ça aura été pour faire de la fixation. S'ils se poursuivent encore 24 heures et que dans 36 heures, on voit des chars russes franchir la frontière, on aura compris à quoi ils avaient servi. Voilà. Alors, Sylvain, tu vas nous restituer notre écran. Oui, Voilà. voilà. Alors, la question des pertes. La question des pertes. Ah, Oui, la question des pertes. Donc, on a une série depuis un moment hein, d'informations. On essaye de recouper avec les informations occidentales. Et là, récemment, on a eu pas mal de choses. Alors, vas-y, dis-nous ce qu'il en est de cette publication à partir, paraît-il, des conclusions du Mossad. oui, alors lundi matin, alors il y a un site turc, hein, vous pouvez tout retrouver sur Veille Stratégique. On a mis l'article en deux parties, hein, perte ukrainienne, perte russe. A publié donc des estimations qui semblent avoir été transmises par le Mossad, hein, donc à la fois aux journalistes turcs, mais aussi, on se rend compte, à des gens comme le colonel MacGregor, puisque les chiffres sont à peu près les mêmes que ceux que MacGregor donnait dans sa précédente vidéo. C'est-à-dire que à date, donc de mi-janvier, l'armée ukrainienne aurait perdu 157 000 morts, voilà, 253 000 blessés et quelques milliers, là je n'ai pas gardé les chiffres en tête, hein, je vous invite à aller sur Veille Stratégique, de ce que les journalistes qualifient de mercenaires de l'OTAN. Hein, il y a quelques 2 ou 3 000 pertes dans ces rangs-là, hein, donc tous ceux de la Légion étrangère, Légion internationale, pardon. Et puis de l'autre côté, et c'est très intéressant aussi, les informations nous disent que les Russes auraient perdu 18 500 morts, hein, quasiment 18 400 et quelques, et environ, si ma mémoire est bonne, 40 000 blessés. Ce qui correspond de manière très intéressante aux chiffres qui sont donnés, non pas par le Kremlin, par l'opposition russe en exil, hein, c'est tous les médias, Medusa, etc., qui sont en exil dans les pays baltes, qui, en coopération avec la BBC, hein, pas la Bolshevik Broadcasting Corporation, hein, la British Broadcasting Corporation a fait une enquête qui remonte, enfin, qui a commencé une enquête au début de l'automne dernier et qui nous explique voilà, comment ils tracent les pertes de l'armée russe. Et donc, bah, c'est marrant parce que tous ces chiffres convergent. Hein, Il y en a c'est-à-dire que d'autres. Il y en a d'autres, Sylvain. Il y a effectivement, j'ai entendu MacGregor dire qu'il avait, par ses contacts au Pentagone, qu'il oui, confirmait à peu près ces chiffres parce que l'état-major américain a demandé à Zalouzny de les donner. de les donner. Et alors, de les Oui, donner secrètement. Hein, et bien lui, sûr. lui, il les a confirmés. Scott Ritter, lui, dit je pense qu'il va trop loin. Il dit c'est peut-être le double. Hein. Alors, toute perte confondue, hein, c'est-à-dire blessés, Oui, disparus, etc. Hein. Donc, ces chiffres, quand même, témoignent. Et puis, quand on voit un petit peu ce qui se passe sur le terrain, lorsqu'il y a les témoignages, il y a la question des hôpitaux, il y a la question des blessés, etc., hein, ces chiffres semblent quand même tout à fait près de la réalité. Autre source, notre chère von der Leyen, il y a 2 mois, qui nous dit 100 000 morts. Et, et oui, depuis, ça continue, la bataille fait rage.
hein, elle est Oui. extrêmement meurtrière. Elle nous avait dit il y a 100 000 morts. Donc qu'on soit aujourd'hui à 150, c'est tout à fait plausible. Alors, ce qui est intéressant. Surtout, je précise que on rappelle ça pour nos auditeurs, nos spectateurs, c'est que ce delta entre 100 et 150 000, c'est bien sûr les pertes depuis, mais peut-être aussi le fait qu'on a finalement arrêté de prendre les gens pour des imbéciles avec les 35 000 disparus qui étaient évalués au moment de notre vidéo où on parlait de Madame van der Leyen. Je pense que le delta, il est là, c'est-à-dire que dans les statistiques qui mettent à 157 000 les morts, on a incorporé ces 35 000 disparus que les Ukrainiens avaient tenté de mettre sous le tapis depuis quasiment le début de la guerre. Parce que je rappelle, il y a toujours dans certaines villes ukrainiennes, y compris donc des villes comme Odessa, ou Lvov, c'est pas anodin, Lvov, qui est quand même le cœur du bandérisme en Ukraine. On a des scènes qui rappellent les maires de la place de Mai en Argentine qui cherchent les disparus, qui demandent des comptes au gouvernement ukrainien pour savoir où sont leurs pères, leurs fils, leurs frères. Ne l'oublions pas, parce que ça a toujours cours. Alors, donc, c'est arrivé cette information en début de semaine qui a fait un certain bruit. Alors, la labellisation Mossad a joué son rôle, hein, donc, compte tenu de la réputation internationale des services israéliens, en partie justifiée d'ailleurs, hein, ce sont des gens très efficaces. Toujours est-il que il y a eu une contre-offensive médiatique à ce moment-là. Hein, il y a une contre-offensive médiatique et le cœur, enfin pas le cœur, mais le lieu où elle a été la plus importante, c'est où? C'est naturellement la France, hein, qui est le pire exemple hein, de la propagande la plus inepte et la plus mensongère. Alors, ils ne sont pas fatigués, ils ont repris les informations du Kiev Independent, hein, qui est l'organe de relais de la propagande ukrainienne. C'est leur affaire. Ils sont en guerre. Eux, c'est justifié. Hein, mais ceux qui se prétendent journalistes chez nous, qui marchent dans ces combines, qui mentent comme ça, qui ne contrôlent rien, hein, ça n'est pas acceptable. Alors, ils ne se sont pas fatigués. Hein, il y a eu un article dans Slate, je ne sais pas comment on dit, hein, et ils ont inversé les chiffres, y compris sur les pertes matérielles, les pertes de blindés, etc. Ils les ont inversés en disant voilà, et aboutissant à un nombre de morts qui était pas loin de 180 000 d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que supérieur au corps expéditionnaire initial. Hein, c'est-à-dire que les mobilisés qui sont arrivés, il y en a qui sont arrivés, effectivement, ils sont pas tellement, ils sont sur le terrain, mais ils sont pas tellement dans les opérations, etc. Donc, d'après ces chiffres, d'après cette propagande, le corps expéditionnaire initial aurait été vaporisé. Mais enfin, bon, oui, vas-y. Je précise que l'article turc mentionnait aussi, très important, le nombre de Russes maintenant qui sont mobilisés pour l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire 418 000 hommes. Hein. Voilà, l'effectif que le Mossad aurait pu comptabiliser et transmettre, c'est que le corps de bataille russe dédié bien évidemment sur les arrières, sur le front, etc., mais dédié à la guerre en Ukraine est à 418 000 hommes à date donc du début du mois de février 2023. Voilà. Bon, mon cher Sylvain, on fait de la veille, hein. On va Oui. on va sur les sites anglo-saxons très souvent. On fait un peu le tour du monde. Merci Internet, merci les logiciels de traduction, et on constate que le temps change. Le temps change, y compris chez nous. Y compris chez nous, c'est ce que j'appelais les virages sur l'aile. Le New York Times, qui est quand même l'organe central hein, de l'Empire, dit que non, la victoire de l'Ukraine, faut pas rêver, certes, faut les aider, mais s'imaginer qu'ils peuvent récupérer la Crimée, peut-être que c'est un petit peu trop optimiste. Enfin bon, je plaisante, mais c'est ça. On sent bien que ça change. Et chez nous, hein, il y en a un certain nombre qui commencent à mettre de l'eau, sinon beaucoup d'eau dans leur vin. Je pense par exemple au général Kempf, hein, qui a fait une Oui. interview chez Calvi assez longue, hein, et Calvi finit par lui dire, mais attendez, c'est le contraire, enfin, en substance, hein, c'est le contraire de ce que vous nous racontiez avant. Hein. Donc oui, c'est en train de changer. Je pense que tu l'as également ressenti.
Ah bah oui, oui, je l'ai ressenti. Et puis surtout, là, on va commencer, on a attaqué personne sur le plan juridique par rapport aux injures, aux menaces de mort, mais il y a quelque chose sur lequel je suis à cheval, c'est le plagiat. C'est-à-dire que là, je commence à vraiment me demander ce qui se passe. J'ai l'impression de m'entendre, mais pas de me voir. C'est-à-dire que ces gens-là commencent, je me dis, ils regardent notre émission en loose day, hein, ils ne doivent pas le dire à tout le monde, et puis ils reprennent nos éléments de langage. Donc là, je me dis, que se passe-t-il? Donc effectivement, c'est le général Kempf qui a ouvert le bal hier matin chez Calvi. Moi, j'ai été surpris d'entendre le colonel Goyafi hier soir sur BFM reprendre les mêmes éléments, puis commencer à dire, comme moi, que ah oui, oui, mais je pense que l'offensive russe, finalement, elle a déjà commencé. Ah bon, tiens, c'est ce que je dis depuis 15 jours. Hein, donc voilà. Et puis en plus, qu'est-ce que Sylvain il dit? Ah, qu'elle tape en plusieurs points et qu'elle fait pas une flèche. Et qu'est-ce que j'entends? Le colonel Goyafi qui dit exactement la même chose. Enfin bon, bref. Après Donc, avoir dit le contraire avant, hein, faut bien sûr, toujours rappeler. bien Hein. sûr, bien sûr, bien Internet sûr. se souvient de tout. Hein. C'est ça, bien sûr. Ah oui, donc on a ce retournement, hein, ce virage sur l'aile qui va finir par être un retournement, parce que voilà, le colonel Goyafi hier soir nous disait ah bah oui, mais alors grâce à la mobilisation, les Russes ont pu se ressaisir, et puis on ne sait pas dans quel état est l'armée ukrainienne pour justifier qu'elle n'attaque plus. Bah si on ne nie pas les informations qui nous donnent ces pertes, on se doute bien dans quel état elle est, cette pauvre armée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. C'est-à-dire qu'à force de nier le réel, quand vous avez autant de faisceaux d'informations qui vous disent de toutes parts que l'armée ukrainienne a donc encaissé l'équivalent de 400 000 pertes, hein, parce que si on fait 253 000 plus 157 000, on dépasse les 400 000 pertes globales. Hein, donc 400 000 mecs qui sont au tapis, ça veut dire qu'il leur reste quoi sur les 1 million d'hommes qu'ils auraient mobilisés selon Zelensky? Il doit leur rester probablement 250 000 combattants. Combattants, hein, je ne parle pas du reste, des zones arrières ou ce genre de choses, mais des combattants, il doit en rester 250 000 au maximum pour tenir un front qui fait encore 800 bornes. Donc aujourd'hui, quand on vient nous dire ah je comprends pas, ah puis les Russes, alors bien sûr, j'ai encore gagné, hein, je veux dire on s'est assez moqué de moi. Qu'est-ce que j'annonçais début janvier? Les Russes, ils vont gagner grâce à quoi? Le nombre, la masse, hein, puisqu'on est dans une guerre industrielle. C'est ce que alors le général Kempf hier c'était un mélange. Jacques Sapir peut l'attaquer pour plagiat et je peux l'attaquer pour plagiat parce qu'il faisait la synthèse de l'émission de la semaine dernière en 7 minutes chez Calvi. C'est remarquable, hein, tout en nous disant que bon, faut quand même toujours essayer d'espérer, il faut aider l'Ukraine. Oui, oui, bien sûr. Il faudrait peut-être l'aider En lui envoyant diplomatiquement. en lui envoyant des léopards de 1960. Voilà, des Léopard 1 qu'il va falloir sortir de la naphtaline. Bref, donc on voit ce basculement qui, sous la force des éléments objectifs qui sont réunis de toutes parts, va finir par faire céder les choses. Et on a donc ce que j'avais annoncé, revirement et revirement pour nous dire ah oui, alors donc comme l'a expliqué si bien Jacques Sapir, l'économie russe s'est mise enfin l'industrie militaire russe s'est mise en format de guerre, les usines tournent, alors certes pas comme en 1942-43, mais elles tournent, hein. Il n'y aura pas de mort sur les chaînes de montage pour faire un T90 cette fois-ci, hein, et on peut donc estimer que les chars seront en complet bon état sans défaut, et que voilà, la production d'obus, la production de matériel de tout calibre, voilà, c'est parti pour eux. L'Ukraine n'a rien de tel, hein, et elle n'a même plus les moyens de mobiliser des ouvriers qualifiés pour faire ce genre de choses, parce que je pense que les pauvres gens sont déjà au front. Mais ça, Voilà. c'est le constat qu'on peut faire, c'est ce réel hein, qu'on essaye de faire passer. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est ce qui s'exprime. Alors bon, on a parlé des pitres, hein, mais il y a des gens plus sérieux. Il y a des militaires allemands de haut rang hein, qui sont intervenus en disant faut arrêter ces bêtises. Hein. J'ai lu un gradé scandinave en retraite, mais qui est presque brutal en disant ça suffit. On fait n'importe quoi. Bon, il y a comment tout un espèce de discours. Hein, aux États-Unis, n'en parlons pas. On vous cite souvent McGregor ou Scott Ritter. Ils ont élevé le ton.
J'ai entendu une Oui. vidéo hier ou avant-hier de McGregor, il est furieux. Il est furieux pour son pays. Il dit, mais il faut arrêter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le discours est en train le discours est en train de changer. Alors, bien évidemment, les opérations de communication, on nous parle des F-16, des Mirages. Bientôt, Zelensky va exiger des Rafales. Tout ça, je veux dire, n'a pas grand sens. Surtout que, d'abord, nous, en Occident, on est à l'os, on n'a plus grand-chose. Et si on peut produire, ce sera dans un an, dans 2 ans, la formation d'un pilote sur Tornado, je crois. Hein, c'est 3 ans, on Non, dit les Typhoon, Typhoon, Typhoon. Hein, Typhoon, Typhoon. c'est 3 ans sur, on dit les Britanniques. Tout ça n'est pas très très sérieux. Et pendant ce temps-là, la guerre continue. Et d'ailleurs, Oui, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout, parce qu'on a eu cette contre-offensive médiatique par rapport aux pertes, mais il ne faut pas oublier que cette contre-offensive médiatique par rapport aux pertes, elle n'a pas pu avoir lieu sur un autre niveau d'information. Alors, c'est pas de bol, hein, parce qu'il vient aussi d'Israël. C'est la vidéo j'allais en parler. explosive de l'ancien Premier ministre Bennett dimanche matin. C'est-à-dire que là, c'est fini. C'est jeu, set et match. Hein, c'est-à-dire que c'est la confirmation de tout ce que nous avons dit sur cette antenne. Les Russes ont monté une opération, on le rappelait tout à l'heure, de neutralisation de l'ensemble du dispositif ukrainien pour obtenir une négociation. Cette négociation a été menée à son terme. Un accord était prêt à être signé. Tout ça sous l'égide de ce qui était à l'époque le Premier ministre israélien Bennett. Et au dernier moment, l'ancien Premier ministre israélien nous dit dimanche, les États-Unis, l'Allemagne, la France lui interdisent d'aller plus loin et de suspendre tout ça. Et là, on est le 4 mars 2022. Le 4 mars 2022. Donc, jusqu'à ce qu'il reçoive cette injonction des États-Unis auquel il explique, il est obligé de céder, hein, eh bien, le plan russe, monsieur Goya, il a fonctionné. Le plan russe, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que les Ukrainiens signent à leurs conditions. Voilà. Et si les Occidentaux n'étaient pas venus s'aborder délibérément, comme nous le précise Bennett, eh bien, la guerre se terminait le 7 mars. Voilà. Et on faisait l'économie des 400 000 morts, enfin des 400 000 Voilà. pertes, hein, des 150 000 morts. Et je constate très tristement, hein, que mon pays a joué un rôle, hein, ce que dit Bennett, a joué un rôle dans cette tragédie, à pousser l'Ukraine, en lui mentant, à pousser l'Ukraine à se sacrifier, à sacrifier sa population, à sacrifier son pays. Et je trouve que c'est une responsabilité devant l'histoire. Peut-être qu'un jour, ce sera devant les tribunaux, hein, parce que on vous parle beaucoup, oh, on va faire une cour internationale pour juger les Russes. Avant, il y aura des gens en Occident jugés. Il y aura bien évidemment tous ceux qui ont participé au brigandage américain, hein, en Irak, en Libye, etc. Mais il y aura également la façon dont ça s'est passé concernant l'Ukraine, la violation de la parole sur Minsk 1, sur Minsk 2, hein, comment dire, le refus de discuter et de négocier avec les Russes qui avaient demandé, qui avaient fait des propositions écrites à l'automne 2021, hein, parce qu'on peut faire la liste, on peut dire, est-ce que s'il y avait eu Minsk 1, cette guerre aurait eu lieu? Non. Est-ce que s'il y avait eu Minsk 2? Non. Est-ce que si les Américains étaient venus, comme le dit Jeffrey Sachs, prix Nobel américain d'économie, il dit, mais attendez, c'est une guerre provoquée. Nous sommes responsables de cette guerre. Bien évidemment, on se serait assis autour de la table avec les Russes, on aurait discuté durement s'il fallait, mais elle n'aurait pas eu lieu. Donc, et là, on apprend qu'elle aurait dû s'arrêter et que ce sont des pays occidentaux, dont le mien, qui s'y sont opposés pour aboutir à la tragédie actuelle, qui est une abomination pour la nation ukrainienne. Je suis très clair quand je le dis, hein, de voir des mômes de 16 ans qu'on envoie au hachoir à viande, hein, c'est tout à fait insupportable. Alors, ça, c'est une information qu'on a eue et qui engage la responsabilité de la France, entre autres. Il y en a une autre, c'est qu'on a un des plus grands journalistes d'investigation, c'est Mo Hersh,
qui a fait une enquête et est venu dire ce qu'on savait bien. On avait entendu Madame Nuland venir dire, ah, je suis bien contente, Nord Stream 2, c'est un tas de ferraille au fond de la mer. Et il est venu nous faire la démonstration, Monsieur Hersch, que ce sont bien les États-Unis qui ont fait sauter, alors probablement avec naturellement les Anglais. Moi, je pense que les Polonais, ils sont pour quelque chose aussi, mais bon, Lui, il précise que ce serait plutôt les Norvégiens qui auraient servi ah, d'alliés dans cette histoire, ah au niveau d'accord, technique. Voilà. d'accord. Et surtout, ce qu'il précise, parce que puisqu'on parle de cette guerre provoquée, alors bien sûr, le fait qu'un tel journaliste dise, voilà, c'est mon pays qui a fait le boulot et qu'on est l'instigateur, là où c'est très, très grave, c'est qu'il explique par le menu que c'est une opération qui a été préparée avant le 22 Oui, février dernier. C'est-à-dire qu'avant même que la guerre soit enclenchée entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, soi-disant notre grand allié à nous les Européens de l'Ouest, étaient le prêts, et porteur des valeurs. voilà, le porteur des valeurs était en train de préparer, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu 9 mois de débats au sein des opérations spéciales américaines, non pas pour savoir si on allait le faire, mais comment on allait le faire pour réduire les deux Nord Stream à néant. Je rappelle que mon camarade Philippe Migaud a fait une très très bonne vidéo pour expliquer comment techniquement la marine russe n'avait tout simplement pas les moyens de mener une telle opération et comment, bien évidemment, par contre, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, donc pour l'occurrence, semble-t-il, les Norvégiens, ont fait le boulot. Vraisemblablement, d'après ce que dit Hersch, les, les Américains ont profité des manœuvres en Baltique pour implanter les dispositifs qui n'ont été activés que plus tard par la marine norvégienne en passant entre guillemets au-dessus par des moyens électromagnétiques pour les déclencher à distance et avec des délais par rapport au moment où ils avaient été implantés. Voilà ce que dit l'article de Hersch. Alors, c'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire ce que tu décris. Ça s'appelle un acte de guerre. On a des Pour le moins. gazoducs, on a des gazoducs qui alimentent l'Allemagne, qui alimentent son industrie, première industrie européenne, une des premières du monde. C'est essentiel pour le niveau de vie de ses habitants, etc., pour sa prospérité. On vient lui casser l'accès à ses ressources énergétiques. Elle va avoir des problèmes considérables. Considérable. Le niveau de vie des Allemands va baisser dans des proportions peut-être importantes. Quelle est la réponse de M. Scholz, le socialiste? Il envoie des léopards en Ukraine pour l'anniversaire de la prise de pouvoir par Adolf Hitler. Quelle est la réponse de Mme Baerbock, la Sandrine Rousseau allemande? Elle dit, nous sommes en guerre avec la Russie, c'est-à-dire qu'elle déclare la guerre toute seule à la Russie. Mais qu'est-ce que c'est que cette classe dirigeante allemande? C'est absolument insensé. Et surtout, comment se fait-il que en Europe, je veux dire, personne ne réagisse à ça? Monsieur Thierry Breton est venu dire, oui, commissaire européen, oui, je crois que ce sont les Russes, alors que c'était l'évidence dès le départ, que c'était les Américains. Maintenant, on sait comment, on a les détails. Eh bien, pas un chef d'État, si, alors peut-être comment dire, les Croates et les Hongrois qui renaclent, mais pour venir dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Qui disent aux Américains, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Et vous venez ensuite donner des leçons. Donc, non, voilà, voilà où on en est. Alors, moi, c'est ma question, Sylvain, c'est que je pense que la défaite qui se profile. Je l'ai déjà dit, la Russie va gagner la guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas un match de foot. Moi, j'aime pas tellement cette approche. Tu le sais. On est obligé un petit peu de l'utiliser. Je pense que l'Ukraine est un pays détruit. Je pense qu'il est détruit. Il avait 37 millions d'habitants. Il doit lui en rester entre 22 et 25. Sa jeunesse a été saignée à blanc.
Hein. 10 millions sont partis, 10 millions d'habitants, ils ne reviendront plus. Donc, les installations importantes, critiques, d'énergétique, etc., ont été détruites. Donc, et puis, moralement, comment peut-on se remettre d'une telle tragédie, hein? C'est là où je dis qu'il faudra qu'on parle des responsables, mais on va parler quelques instants des nôtres qui sont chez nous. Donc, la question que je me pose, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce sera là quand même la démonstration. La guerre économique a échoué, hein, la guerre militaire a échoué. Euh, il va y avoir fort probablement une défaite globale, c'est-à-dire ça se passera peut-être pas comme le départ de Kaboul, ou le départ de Saïgon, encore que, hein, il va bien falloir trouver une solution comme ça. On aura peut-être une solution à la coréenne, c'est-à-dire qu'on aura un front figé, une zone démilitarisée, puis ça peut durer un bon moment, hein. Les Russes auront atteint leurs objectifs. Là, le monde multipolaire se mettra en place et les choses continueront. Le déclin occidental se poursuivra. Est-ce que face à ce qui vient de se produire et à ce qui va se produire, est-ce qu'on n'est pas confronté à un risque de dislocation? Alors, je pense à l'OTAN et à l'UE. Et c'est plus que probable parce que en plus de ça, on n'a pas parlé du front, du vrai front oriental. On a oublié cet élément magistral de la fin de la semaine dernière. C'est-à-dire que quand on a le maître du monde occidental qui a peur d'un ballon, hein, c'est sûr que les alliés, à force d'en prendre plein la figure à travers tout ce que tu viens de rappeler, effectivement, il va falloir qu'il y ait une remise à plat complète, que ce soit au niveau des alliances politiques, économiques et militaires en Europe occidentale. Ça ne peut pas tenir. Là, je voyais le ministre des Affaires étrangères hongrois hier, il disait à l'ambassadeur des États-Unis, un peu comme l'avaient fait les Chinois en 2020, en parlant au secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'est fini. Le temps où vous nous donnez des ordres est terminé. Voilà comment le ministre des Affaires étrangères hongrois parle à l'ambassadeur américain. Le temps où vous nous donnez des ordres est terminé. Et donc, je pense qu'à terme, on va arriver à cette situation. Hein. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les Américains se sont, entre guillemets, pris les pieds dans le tapis, symboliquement encore, avec cette histoire de ballon, parce qu'on sent bien que la prochaine étape dans la tentative désespérée de maintenir son hégémon, ça va être de précipiter la crise à l'autre bout du monde avec Taïwan. C'est évident. Hein, ça va peut-être se faire beaucoup plus vite qu'on ne pouvait le penser. Hein, il y a eu ce coup de sonde, je pense, avec Nancy Pelosi l'été dernier. Là, on voit cette histoire ubuesque pour un ballon météo, etc. Enfin bon, bref, qu'on abat avec un chasseur qui vaut des milliards, enfin un missile qui vaut des millions. Bref, et dont on fait la chasse, enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Les Américains se sont ridiculisés. Et donc, qui leur fera encore confiance? Ben, je pense que les gens des classes politiques occidentales qui, eux aussi, viennent de se ridiculiser et de se fourvoyer à travers le conflit ukrainien, ne pourront plus le faire à terme, parce qu'ils vont être effectivement complètement fragilisés. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, les populations, elles ne sont pas concentrées sur la guerre en Ukraine. L'Angleterre est en train, enfin la Grande-Bretagne est en train de vivre les plus grandes grèves ouvrières depuis Margaret Thatcher, enfin ouvrières, de la classe ouvrière, dirons-nous. Hein, c'est plus les ouvriers des mines ou de la sidérurgie, mais enfin on voit tous les gens qui appartiennent au peuple britannique descendre dans la rue pour leur pouvoir d'achat, pour la défense de l'hôpital public, etc. Et c'est pareil ici avec les retraites et en Allemagne pour les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, les Européens commencent à regarder le problème qui les concerne directement, c'est-à-dire leurs gouvernements qui sont, par voie de conséquence, mouillés dans cette affaire jusqu'au cou et de manière pitoyable. Donc la dislocation me semble inévitable, comme malheureusement on le dit depuis des années et que personne ne veut croire que ça va aboutir à ça. Bah si, ça finira par aboutir à ça, comme ça a été le cas. C'est très drôle.
parce que c'est un miroir de la fin de l'Union soviétique, hein, il ne faut pas se le cacher. L'Union européenne finira comme l'Union soviétique a fini, et pour les mêmes raisons. Alors, là, tu viens de parler de nos dirigeants, des élites, hein, dirigeantes de ces pays occidentaux, de l'Occident collectif, qui ont effectivement des responsabilités importantes et sur lesquelles on s'interroge sur leur capacité à affronter ce qui se prépare, la vague qui arrive. Maintenant, on va parler, on l'avait dit au début, on va parler des petits télégraphistes de chez nous, hein, parce que, on va peut-être régler quelques comptes, pourquoi pas, après tout, hein, donc, hein, parce qu'on en a subi quand même, hein, on en a Oh subi, là, oh hein, là. des insultes, des menaces, etc. Hein, on a essayé de nous tourner en ridicule, ça nécessite une certaine vigilance, hein, pour bloquer, pour effacer, etc. Hein, et puis bon, c'est pas, ça ne nous a fait peur à aucun moment, mais quand même. Alors, moi, il y en a un qui me plaît beaucoup. Là, ces jours-ci, tu le sais, puisqu'on en a parlé, Sylvain, c'est Jean-Dominique Merchet. Jean-Dominique Merchet, il s'est autoproclamé journaliste spécialiste des choses militaires. Il est au journal L'Opinion, qui est un journal libéral, plutôt de bonne tenue, hein, et il avait été assez mesuré, mais tout d'un coup, il a pris un coup de lune, hein, et c'est parti. Donc, il a dit, il faut donner des chars Leclerc, alors qu'on n'en fabrique plus, on en a parlé, hein, parce que sinon, on ne pourra pas s'asseoir à la table des vainqueurs, et les vainqueurs, ce ne seront pas les Russes. Ah, très bien, bon, alors il est très fort, hein, il voit bon, ça a continué, et puis, il s'est mis à insulter Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, c'est un petit-fils de Charles de Gaulle et qui a pris des positions très fermes, très gaullistes d'ailleurs, hein, disant voilà, si le général de Gaulle était là, il peut faire parler son grand-père, il avait quelques titres à le faire, hein, voilà ce qu'il aurait fallu faire, être ami avec les Russes, etc. Les États-Unis font n'importe quoi. Et là, il s'est déchaîné, il l'a insulté sur les plateaux et il l'a fait en mentant. C'est-à-dire qu'il dit, il trahit la pensée du général de Gaulle parce que je rappelle que on n'a pas quitté l'OTAN, ce que Pierre de Gaulle n'a jamais dit. On a quitté le commandement intégré de l'OTAN. Hein. Il s'est rangé aux côtés des Américains au moment de la crise de Cuba. Non, monsieur. Non, monsieur Merchet, moi, j'ai quelques souvenirs. Hein, il faut le privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Hein. J'étais jeune, mais je me rappelle très bien parce que bon, à la maison, on en parlait beaucoup. Mon père était militaire d'actif, donc il était très très sensibilisé à ces questions. Je me rappelle que Charles de Gaulle a donné une position très claire en disant oui, les Américains ont raison de ne pas vouloir d'armes nucléaires sur Cuba, aussi près de leur pays. C'est pas rangé. Il n'a pas obéi à des ordres. Et il a d'autant moins obéi à des ordres qu'ensuite il a foutu les Américains dehors. Moi, j'ai le souvenir quand on a chassé le commandement intégré de l'OTAN qui était en France. Hein, il y avait la Porte Dauphine, il y avait Fontainebleau. Hein, moi, je me rappelle des norias de camions, puis ça a été rapide. On leur a dit, vous avez quelques semaines, il faut partir. Hein, les camions qui sillonnaient, les gros camions américains qui sillonnaient les routes françaises, hein, ils sont partis avec armes et bagages. Bon, je veux bien qu'on soit très amis avec les Américains quand on est gaulliste, c'est pas si sûr que ça. Ensuite, je rappelle aussi que tout ça pour comment dire parler des mensonges de Monsieur Merchet, c'est que lorsque on a quitté l'OTAN, le commandement intégré de l'OTAN, on est resté membre de l'Alliance Atlantique, Ailleret, qui était chef d'état-major de l'armée française, a écrit au patron de l'OTAN en lui disant que la fameuse solidarité de l'article 5, hein, en cas de guerre, Ailleret a dit à condition que ce ne soit pas une guerre provoquée, première donnée. Or là, c'en est une. Hein. Et deuxièmement, nous sommes souverains pour l'estimer, si elle est provoquée ou pas. On n'est pas plus aimable. Donc, Voilà. effectivement, voilà ce qu'il en était des Oui, positions de Charles de Gaulle. et puis je vais rappeler aussi, parce que là c'est mon héritage politique personnel qui va le rappeler, parce qu'il y a certaines petites voix, petits télégraphistes qui viennent dire ah oui, mais les gens qui se réclament du gaullisme et qui oublient que le gaullisme c'est d'abord une position contre l'invasion d'un pays souverain par un autre. Je rappelle qu'un autre pilier du gaullisme, ça s'appelle le droit des peuples
à décider d'eux-mêmes. Voilà, et de disposer d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'ont fait les peuples du Donbass. C'est ce qu'ont fait les peuples de Lugansk et de Donetsk. Hein, et ça, j'ai pas vu beaucoup de gens soi-disant gaullistes se dire ah bah tiens, on va peut-être se donner les moyens de porter leur voix, de les défendre, etc. quand il était temps de le faire. Donc aujourd'hui, venir dire ah on peut pas être gaulliste quand on est pro-Poutine ou pro-russe ou que sais-je, hein, c'est encore une fois des circonvolutions de langage pour essayer de se trouver une porte de sortie. Voilà. Alors, j'ajoute quelque chose sur De Gaulle. Monsieur Mercier ne doit pas le connaître. Hein, il ne doit pas savoir ça. Hein. Ce qu'il voulait, c'était insulter Pierre de Gaulle parce que celui-ci était opposé à la position actuelle de la France, comme je le suis. Hein, et pour les mêmes raisons, d'ailleurs, sur des bases, effectivement, je le dis, gaullistes. Il a oublié le discours de Phnom Penh en 1967 sur la façon dont les États-Unis faisaient la police internationale comme ça. Hein, il faudrait qu'il le relise, ce serait bien, hein, et ça lui permettrait peut-être d'éviter de l'invoquer lorsqu'il a décidé d'insulter une personne parfaitement honorable, hein, pour le disqualifier en le prétendant suppôt de Poutine. Alors, tu m'autorises, hein, donc à régler ces petits comptes comme je viens de le dire, c'est que M. Mercier, il se prétend spécialiste de la chose militaire. Alors, lorsqu'on a dit, il faut faire attention, on ne peut pas non plus se déshabiller puisque notre force armée, elle est faible, on a 8 jours de munitions, etc. Voilà le grand spécialiste de la chose militaire, je soumets ça à ton appréciation. Parce qu'elle a une dissuasion nucléaire. La France ne craint rien face à la Russie et n'a donc pas besoin d'une grosse armée de terre. De plus, nous sommes membres de l'OTAN. Entre nous et la Russie, il y a des chars et les chars des autres. C'est assez impressionnant. Hein, il a tout compris à la dissuasion, c'est monumental. Hein. Alors, il a tout compris à la dissuasion et à la diplomatie aussi. Hein. Oui. Parce que, parce que moi, je suis ministre des Affaires étrangères polonais, roumain et hongrois. Je débarque chez lui pour lui demander s'il pense qu'on est ses supplétifs. Parce qu'en gros, c'est ça qu'il est en Oui, train de oui, il y a dire. ça aussi. Parce que c'est abject. Donc, il comprend rien à ce qu'est la dissuasion nucléaire. Il comprend rien à nos besoins de restructurer. Et ça, il faut reconnaître que ça fait des années que le colonel Goya portait ces idées-là. Hein. Ça, faut rendre à César ce qui lui appartient, parce que c'était un des seuls à expliquer qu'il fallait arrêter de déshabiller notre armée de terre, justement, au profit de cette hyper-technicité de la dissuasion, etc., etc., parce qu'on risquait un jour de se retrouver face à un problème. Donc là, Merchet, il est complètement parti, on ne sait où. Et puis, il y a aussi ce caractère complètement abject de dire, c'est pour ça qu'il peut se permettre tous ces commentaires sur l'Ukraine. Hein, les autres, ils peuvent mourir pour nous. Hein, ils sont là pour ça. Ils vont servir de cordon à notre place. Bravo. Enfin, je veux dire, c'est abject. C'est-à-dire on est tombé. Alors déjà que l'analyse au départ n'était pas géniale, mais là, on a, bon, techniquement, c'est foutu. Et puis alors, humainement, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit de l'homme de penser de cette manière-là? Est-ce que c'est à la France, après l'histoire de Danzig, de revenir sur des considérations, de dire les uns vont mourir pour les autres comme ça gratuitement? C'est pas possible. Non, C'est mais méconnaître c'est pas la peine l'histoire. que c'est pas la peine qu'on se fasse tuer. Les Ukrainiens, les Voilà, Polonais, ils sont pas comme nous. voilà, Ils ont qu'à se faire casser la gueule, quoi. Non, mais c'est alors ça. le, 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 le- je focalise sur Mercier. Bon, je le connais pas, je m'en fiche. Et puis bon, je sais pas les échos que ça aura et les polémiques que ça va déclencher, ça m'intéresse pas. Ce que je sais simplement, c'est que bon, c'est l'exemple type. Hein, on en a vu toute une collection là, des faux experts, des Titelman, des Cédric Mass et tout cela. Moi, je les connais pas parce que c'est un univers que je connais mal, celui-là. Mais ils ont tous ces gens qui ont menti, les Pujadas. Enfin, écoutez, Pujadas, il a fait une émission avec Quatre Mères et d'autres où, en rigolant, ils ont parlé de la façon dont il fallait mener l'épuration ethnique en Crimée lorsque les Ukrainiens l'auront reconquise. Mais c'était incroyable.
C'était incroyable. C'était, là aussi, tu utilisais le terme abject. Bon, bah, je vais en prendre un autre. Je vais dire, c'était immonde. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, ils sont à 56%, mais comme ils sont méchants, que c'est des moujiks, c'était pas les termes, c'est moi, ça, c'est les miens, hein, on va pouvoir les épurer. Et alors, en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes, ils se fatiguent pas après. Ils prennent ça, ils enregistrent et puis ils leur passent sur toute leur télé. Vous imaginez pas la réaction là-bas, Et, hein? et en plus, puisque bien évidemment, dans tous les mensonges, il y a eu celui de cette pauvre Russie isolée du monde entier, c'est qu'il faut imaginer pour nous, encore une fois, puisqu'on disait tout à l'heure que ce qu'a mis en avant l'ancien Premier ministre israélien sur notre responsabilité dans la continuité de la guerre, là, ce qui s'est passé avec cette émission pour notre image à l'international, c'est que le représentant de la Russie à l'ONU est venu mettre ça sur la table devant 190 pays. Donc la France, devant 190 autres nations, passe pour une... Pourquoi pour abriter des journalistes qui sont capables de tenir des propos pareils sans que qui que ce soit. Parce que, encore, que quatre mères balancent des bêtises comme ça, bon, Il l'a pourquoi toujours pas? fait, hein, il l'a toujours fait. Voilà. Mais que Pujadas ne l'arrête pas, que la chaîne ne proteste pas, que l'ARCOM ne proteste pas, c'est de la folie. Et donc, l'ambassadeur de Russie à l'ONU, il arrive, il dit voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on imagine la réaction en Chine, la réaction en Inde, la réaction en Amérique latine, etc. En Afrique, Et en Afrique, bien sûr, puisque ça, on le sait tous les deux, puisqu'on est suivi et on les salue par beaucoup d'Africains. Qu'est-ce que ça dit de nous? Mais qu'est-ce que ça dit de nous? C'est de la folie. C'est de la folie. Et tout ça, une fois encore, va passer à l'as tant qu'on n'aura pas pris les devants pour sortir de ce système, parce que là, ça devient fou. Ça devient fou. alors, Sylvain, on est un peu chaud là, hein. On avait dit en commençant, on va dire du mal de tout le monde. Je vais te laisser la parole pour dire du mal des derniers, hein. Je vais te laisser parler des ouvriers de la 11e heure. Parce que en France, il y en a Ah, beaucoup qui sont restés bien silencieux. La classe politique a été, à de très très faibles exceptions, très silencieuse, très prudente, n'a pas dit les choses, à mon avis. Donc, toi, je crois que ça t'a heurté de voir certains sortir prudemment du bois maintenant pour dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. alors, autant c'est risible de voir les gens qui nous ont traités de collabos, nous promettant 11 balles dans la peau, nous parlant d'intelligence avec une puissance étrangère. Enfin bon, bref, on avait l'impression qu'ils étaient restés bloqués en septembre 1944 déjà. Et là, alors ce camp-là, bon, on en a suffisamment parlé, ces gens-là, mais il y a d'autres gens qui apparaissent là, qui n'ont rien dit pendant des mois, qui nous ont laissés, entre guillemets, seuls hein, sur une île avec quelques autres, hein, comme nos camarades du Courrier des Stratèges, comme mon ami Bertrand Rivière, que je salue, à dire un petit peu la vérité, hein, essayer d'être un petit peu objectif. Et puis qui, parce qu'ils avaient des plates-bandes professionnelles à protéger, bon, bah, sont restés dans le silence. Et puis maintenant, bah, eux aussi, ils voient que le narratif va changer, mais surtout que la situation sur le terrain correspond à nos analyses et pas à celles qu'on leur a imposées à eux aussi. Et ils commencent à se dire, ah bah tiens, on va pouvoir en profiter pour montrer que nous, ah bah non, on n'a jamais été d'accord avec tout ce qu'on balance contre la Russie aujourd'hui. Alors, bon, c'est bien, vaut mieux tard que jamais, mais il vaudrait mieux le faire avec une humilité manifeste et puis beaucoup de prudence, hein, parce que c'est un peu facile aujourd'hui, alors que les autres ont fait le boulot à votre place pendant des mois dans l'obscurité et dans la difficulté, de venir tirer les marrons du feu de cette situation. Hein. C'est pas mal en soi, mais il faut le faire avec, je pense, beaucoup d'humilité et de prudence. Et puis un minimum peut-être, même si c'est pas ça qui va nous faire changer de position ni de détermination, un petit peu de reconnaissance pour ceux qui ont fait le boulot et qui se sont retroussés les manches dès le premier jour. Alors, on l'a fait parce qu'on on considérait qu'il fallait le faire, hein, c'est très clair. Hein. Très tôt, on s'est dit non, non, on ne peut pas accepter. Alors le terme résistance, c'est pas la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore que notre pays il Non, était parti occupé, hein, d'une certaine oui, façon.
Hein, j'avais écrit un article à ce sujet, mais non, il fallait dire un certain nombre de choses. Il fallait montrer qu'il y avait une autre façon d'appréhender le réel, qu'on pouvait imaginer une autre stratégie, une autre politique pour notre pays, que c'était son intérêt, hein, et que là, on se fourvoyait et qu'on l'emmenait devant de graves ennuis. Voilà, je pense qu'on a terminé, Sylvain. On va saluer nos spectateurs. Je vois que tu as le soleil dans l'œil, tu vois. Oui, oui, c'est la fin de journée, il fait Mais, enfin beau. mais, c'est comment Jacques Sapir aussi qui avait eu le même souci. Hein, Ah, donc, oui, oui, il avait eu le même souci. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine. Alors, on a quelques idées pour des invités, pour des entretiens, mais pour l'instant, on ne peut pas vous donner de nom parce que il faut avoir les réponses définitives et sûres, hein, mais des choses intéressantes. Et bon, et puis de toute façon, la semaine prochaine, on sera peut-être un petit peu plus calme, hein, donc on va moins dire du mal de tout le monde. Encore que bon, s'ils se tiennent sages d'ici là, hein, oui, peut-être, oui, mais voilà, hein, on voilà, bon, verra. ça dépendra. Qui aime bien, non, on va pas aime bien, justement, châtie bien. Ok, voilà, ben écoutez, à très bientôt. À très bientôt.